Je vous présente maintenant le déroulé de la journée, même si vous avez eu le programme dans le dossier qui vous a été remis à l'accueil ou en ligne pour les personnes qui nous suivent. Donc nous aurons 3 sessions organisées autour de 3 tables rondes. La première qui va s'ouvrir immédiatement, qui s'intéressera à l'évaluation et au suivi des évolutions à venir dans le domaine de la ressource en eau. Alors à la fin de chaque table ronde, vous pouvez poser des questions et on tentera d'y répondre à la fin de chaque table ronde. Donc il y a un live tweet qui est ouvert également. Donc vous allez sur le compte Twitter de Météo Climat, vous pourrez le suivre. Vous pouvez poser vos questions là ou bien les envoyer en ligne directement. Donc ça, c'est la première table ronde. On s'arrêtera à 12h30 pour déjeuner. On reprendra les travaux avec la table ronde numéro 2 à 14h et on s'intéressera aux menaces sur l'eau face au changement climatique, toujours avec des questions-réponses à la fin. Et la troisième table ronde s'intéressera plus aux solutions, le changement climatique, source d'innovation pour l'eau. Et nous essaierons de montrer que l'action est possible, l'action que Guillaume Choisy a appelée de ses voeux et nous a démontré qu'elle portait déjà quelques résultats. Et à 17h, la clôture de la journée, conclusion et clôture pour finir cette journée. Alors, donc la première table ronde, je vous le disais, on va s'intéresser à l'évaluation et au suivi à venir dans le domaine des ressources en eau. Alors avoir des débats entre scientifiques et acteurs de la société civile est indispensable pour qu'à partir du constat scientifique établi, en fait, les acteurs puissent travailler sur des scénarios pour fournir des plans d'action et des solutions, notamment aux aménageurs dans les territoires. On l'abordera. Nous verrons pourquoi il est important d'animer une interaction permanente entre les différents acteurs, qu'ils soient scientifiques ou acteurs de terrain, pour avoir une approche interdisciplinaire. Alors, je vous présente les intervenants de cette première table ronde. Valérie Desmarais, que j'invite à me rejoindre. Vous êtes maître de conférence en écologie et télédétection spatiale à l'université Paul Sabatier. Florence Abetz, qui devait être avec nous, mais à cause de problèmes de train, vous savez, aujourd'hui c'est un peu compliqué, a été bloquée à Pau. Donc, elle interviendra avec nous en visio. Elle est hydroclimatologue, directrice de recherche au CNRS et professeure attachée à l'ENS, l'École nationale supérieure. Ludovic L'Huissier, vous êtes directeur des opérations d'ingénierie et d'innovation à la compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne. Bonjour et bienvenue. Et Renaud Hermen, vous êtes cofondateur de l'association Water Family. Je sais plus si vous êtes en visio ou si vous êtes avec nous. En tout cas, on est ravis de vous avoir. Alors, Florence Abetz, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends très bien. J'espère que vous m'entendez bien aussi. On vous entend très bien aussi. Alors, on vous voit, je ne sais pas si c'est vous, parce que vous êtes en contre-jour, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, on vous devine la silhouette. Alors, vous êtes hydroclimatologue et directrice de recherche au CNRS. Au cours de cette table ronde, on va essayer de s'attacher à montrer pourquoi c'est important de bien évaluer la ressource en eau. Évidemment, parce que d'un bon constat peut découler que des bonnes actions et prendre des bonnes décisions. Alors, vous travaillez notamment sur l'évaluation de la ressource en eau au cours du XXe siècle et du XXIe siècle. C'est un vaste sujet, ça. Oui, voilà, en fait, avec les collègues, c'est pas un travail pour le mène tout seul. On a travaillé donc déjà reconstituer l'évolution de la ressource en eau dans le proche passé. Et puis, on s'est rendu compte que c'était quand même intéressant de projeter sur des temps passés plus longs, en fait, parce qu'il y a des fortes variabilités déjà dans le passé qui sont plutôt liées à de la variabilité naturelle et qui sont quand même importantes en quantité. Et ça nous permet de relativiser un petit peu quand même les évolutions qu'on va avoir dans le futur, en fait, avec les projections climatiques. Ça a déjà été dit, il y aura des impacts vraiment très importants. Mais finalement, ce que ça nous dit aussi, c'est qu'il y avait, par la variabilité naturelle, des variations importantes déjà de la ressource en eau dans le passé. Ça pouvait quand même atteindre 20 à 30% sur les débits. Oui, quand même. Et c'est loin d'être négligeable. Et en fait, je pense qu'on n'a pas pensé, on a un petit peu oublié cet aspect quand on a développé nos sociétés. Ce qui fait que même par rapport à la variabilité naturelle, on a des sociétés qui sont un petit peu fragilisées dans leurs usages parce qu'elles ont un petit peu optimisé la ressource en eau qu'elles pensaient être durablement disponible. On l'a un peu surestimé cette ressource en eau il y a un siècle en arrière quand on a lancé les activités, qu'elles soient agricoles, industrielles. Oui, je pense qu'on n'a pas, on a un petit peu oublié qu'il y avait de la variabilité naturelle, que voilà, on sait très bien qu'il y a des années où il va faire qui seront plus sèches, des années plus humides, mais il y a aussi des tendances de fond, c'est-à-dire des périodes assez longues où finalement il y a un petit peu plus d'eau ou un petit peu moins d'eau. Et ce qui est assez marqué, par exemple, c'est que la sécheresse de 76, elle est arrivée sur une époque où finalement on était relativement humide, en fait. Vous voyez, et du coup, on a eu un épisode de sécheresse assez fort, dans un épisode où finalement on commençait on était dans une période
relativement humide sur la France, et toutes les adaptations qu'on a fait par la suite pour s'adapter aux sécheresses de l'époque, qui étaient en fait plutôt des hautes eaux, finalement, vous voyez, c'était peut-être pas complètement idéal par rapport même à l'historique. Alors vous essayez de quantifier justement la quantité d'eau, notamment les eaux souterraines qui sont les plus mal connues. Voilà, en fait, donc moi, je m'intéresse particulièrement aux eaux souterraines parce que effectivement, les eaux souterraines, elles sont observées que très ponctuellement grâce à des piézomètres qui sont des trous, hein, en fait, qui permettent de mesurer la hauteur d'eau. Elles sont relativement mal connues. On est obligé de faire des hypothèses sur leur distribution spatiale, etc. Et pourtant, elles sont fortement utilisées. On les utilise beaucoup pour l'eau potable parce que c'est une eau en général de qualité, hein, même si on voit que malheureusement c'est un élément vraiment essentiel. La qualité de l'eau se dégrade. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel parce que la ressource en eau, c'est important, mais avec de l'eau de qualité. Si l'eau devient, oui, voilà. Si on a toujours de l'eau, mais qu'elle est, disons qu'elle peut être nocive pour le milieu ou pour les humains, bon, voilà, ça a beaucoup moins d'intérêt. Donc, la ressource en eau souterraine, elle a l'avantage d'être généralement de meilleure qualité. Et donc, elle est beaucoup utilisée pour l'eau potable, mais elle est aussi beaucoup utilisée pour d'autres usages comme l'irrigation, simplement parce que elle est disponible sous nos pieds. Donc, c'est beaucoup plus facile, je dirais, d'accès que de faire une grosse tuyauterie pour aller jusqu'à la rivière. Voilà. Alors, l'objectif de vos recherches, c'est évidemment quantifier cette ressource d'eau souterraine pour mettre en place des prévisions en vue des prélèvements à réaliser ou à ne pas réaliser, notamment en période sèche. Hein. C'est un peu la finalité de vos recherches, vous et votre équipe. Hein. Voilà, on travaille dans le cadre du projet Aquifère, là, qui rassemble des hydrologues, des hydrogéologues et puis la communauté de la météo, hein, donc avec les prévisions saisonnières. On travaille à la prévision, l'anticipation de l'évolution de la ressource en eau souterraine, en l'occurrence, parce que la dynamique de la circulation de l'eau dans les nappes fait que on a plus de chances de l'anticiper sur des temps longs qui sont, enfin, 6 mois pour nous, c'est déjà long. et la chance qu'on a, c'est que c'est quand même assez fiable, on va dire, pour prévoir l'évolution, notamment des périodes sèches. Et donc, justement, les périodes sèches, les périodes de tension, sont intéressantes à anticiper parce qu'on peut se dire que voilà, plutôt que d'arriver à un moment où la crise sera là et où il y aura des dégâts, on peut anticiper et faire des actions préventives pour éviter de se mettre à risque. En particulier, donc on pense essentiellement peut-être à l'agriculture, choisir peut-être des variétés qui pourraient être efficaces. Donc c'est assez récent, ça fait 1 an et demi que ces prévisions sont opérationnelles, donc on est toujours dans un stade de recherche, on continue à les améliorer, mais disons que vraiment c'est un élément intéressant. Et c'est des prévisions. Allez-y, oui, allez-y. Si je peux rajouter un élément, simplement, c'est ce qu'on voit, c'est que quand on parle de projection climatique, c'est toujours stressant, angoissant, et puis ça paraît toujours lointain. On se dit pourquoi. Enfin voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, ou je sais pas, on verra le problème plus tard quand il va se poser. Alors que les prévisions saisonnières, comme c'est les 6 prochains mois finalement, ça appelle à une action relativement rapide. Et je trouve que c'est une bonne échelle de temps intermédiaire entre finalement anticiper ce qui va se passer dans les 6 mois, anticiper ce qui va se passer dans les 10-15 prochaines années, et du coup aller plus loin encore. Je pense que c'est une bonne échelle et ça permet finalement plus l'action, je trouve. Donc c'est 6 mois de prévision, effectivement. Du coup, ces prévisions, vous les transmettez à qui? Vous les partagez avec quels acteurs? Alors, pour l'instant, on les diffuse. Donc, on couvre pas encore toute la France, malheureusement. On couvre les aquifères sédimentaires essentiellement du nord de la France, mais on les diffuse à toutes les DREAL qui sont intéressées par ces bassins. Et puis, donc, on peut transmettre également au DDT, enfin, plutôt aujourd'hui au service public, parce que c'était dans le cadre du projet. Et puis on les diffuse notamment dans le cadre de la commission d'anticipation et de suivi hydrologique, donc à l'ensemble des acteurs, donc à chaque réunion du CACH, qui est une sous-commission du Comité national de l'eau. Donc elles sont pas encore complètement en grand public. Encore une fois, c'est aussi encore en stade de recherche. Et donc voilà, on espère pouvoir faire encore plus. Alors avec vos modèles, vous essayez de simuler la recharge des nappes, mais vous avez un inconvénient, c'est que vous avez du mal à quantifier les prélèvements qui sont réalisés sur ces différents aquifères. Oui, tout à fait. Ça, je pense que ça va revenir souvent dans la discussion aujourd'hui. On connaît très mal les prélèvements en eau.
En particulier, on connaît très mal leur temporalité, mais même leur quantité, leur volume annuel. Et donc nous, on se base finalement sur des déclarations, hein, donc des déclarations pour les impôts qui sont faites aux agences de l'eau au niveau annuel. Donc on peut imaginer que les gens, ils ont peut-être pas intérêt à déclarer complètement les volumes prélevés, puisque bon, ils paieraient plus cher. Donc on peut se dire que peut-être c'est un peu sous-estimé déjà pour ça. Donc il n'y a pas de comptage, il n'y a pas de comptage plus fiable. Alors ça va dépendre des endroits. Il y a des endroits où il y a des compteurs, en fait, effectivement, mais c'est loin d'être la généralité. Et voilà. Et puis bon, il peut y avoir aussi des. Il peut y avoir quelques dépassements peut-être. Voilà. Et puis et donc l'autre souci qu'on a, c'est qu'on a les données que annuelles. Donc voilà. Avec du coup, comme c'est aussi une taxe, un impôt, avec un délai relativement long à la mise à disponibilité des données, donc on a au moins 2 ans de retard. Donc, quand on veut faire des prévisions à 6 mois, forcément, on est obligé de faire des hypothèses. Très bien. Et alors, du coup, est-ce que vous avez pu juger la fiabilité de ces prévisions à 6 mois, malgré toutes ces incertitudes, notamment sur les prélèvements? Oui, alors on a pu regarder déjà, quand on fait des prévisions comme ça d'ensemble saisonnières, on fait d'abord une évaluation sur le passé. Donc, on a pu évaluer ça sur 25 ans. Ça a montré une assez bonne fiabilité, on va dire, sur les prévisions, en tout cas des périodes sèches. C'est-à-dire finalement une fois que la recharge elle est déjà atteinte, et donc on arrive à bien anticiper la sécheresse, notamment durant l'été, mais aussi au début de l'automne, qui est une période assez cruciale quand même, en tout cas parce que voilà c'est le moment où on a déjà bien prélevé, on sait pas si ça va durer encore l'étiage. Et là cette année on a pu évaluer les premières années de prévision en temps réel. Et donc, en fait, on a vu que c'était aussi, on a pu faire une vérification et on a pu voir que c'était bien compatible avec ce qu'on avait dans cette période d'évaluation sur le temps long, sur le passé. Alors, c'est un travail d'équipe, hein. Vous recueillez des informations auprès de différents acteurs. Vous travaillez avec qui? Je crois il y a le BRGM, il y a le CERFAX, on peut peut-être les citer. Oui, il y a des équipes toulousaines, hein. Il y a le CNRM, il y a Météo France, donc l'équipe qui s'occupe de l'hydroclimatologie à la partie Météo France. Il y a le CERFAX et puis il y a les hydrogéologues, donc il y a le BRGM bien sûr. Il y a aussi les collègues de Géosciences Rennes ou même du LIGES et puis nous à l'ENS. Voilà. Très bien. Alors, ce que vous avez... Et il y a Mines Paris-Tech, excusez-moi, j'ai oublié Mines Paris-Tech. On va essayer d'oublier personne. Ce que vous avez découvert, en fait, c'est qu'il y a une grande variabilité dans la ressource en eau souterraine. Vous me disiez en préparant ce rendez-vous, plus à moins 20%. En fait, oui, voilà. C'est la variabilité naturelle qu'on avait un peu sous-estimée, ou c'était connu? Oui, voilà, en fait, finalement, je pense qu'on avait un petit peu sous-estimé en France, on l'avait un petit peu oublié finalement, je pense. Alors que si on regarde les anciens articles au début du siècle, finalement, c'était déjà très présent. Moi, il y a des articles assez incroyables où ils montrent avec des chroniques très anciennes qui sont malheureusement plus disponibles parce que les archives ont brûlé. Donc, ils montraient les variabilités comme ça. C'était déjà des articles en 1910 qui parlaient de prévision, de projection climatique, en fait, voilà, en se basant sur ces variabilités. Donc, malheureusement, depuis, clairement, l'impact de l'homme sur le climat est prépondérant à ces variabilités naturelles et certainement ça va, on va vraiment déborder. Mais en fait, on connaît assez mal encore, on explique assez mal encore l'origine de ces variabilités naturelles. On sait que c'est lié à l'océan, etc., mais on ne sait pas encore si elles vont s'intensifier, perdurer, se réduire. Voilà. Donc on sait que le futur sera certainement accompagné d'une variabilité naturelle, donc il pourrait éventuellement aggraver encore la situation, ou au contraire l'atténuer. Mais justement, on va en parler. Au contraire, s'effacer. Selon vous, le changement climatique va encore accroître le stress sur ces réserves d'eau. C'est quoi? C'est 20 à 30% de variabilité supplémentaire qui pourrait se rajouter? Oui, alors en termes de variabilité, c'est peut-être dur à dire, mais la tendance, elle est clairement à quand même avoir moins d'eau à peu près partout en France. Hein. Ça reste vrai en moyenne annuelle, hein, tout simplement parce que il y a une évolution des précipitations, mais il y a aussi une forte évolution de l'évapotranspiration, donc la partie des pluies qui repart directement dans l'atmosphère. Et ça, c'est lié notamment à l'évolution de la température, mais aussi de l'humidité de l'air, etc. Et donc, même si les précipitations parfois peuvent être un petit peu plus intenses en hiver, ça ne permettra pas forcément de compenser en annuel cette tendance-là. Et pour des eaux souterraines, par exemple, qui ont tendance à lisser vraiment dans la saison, voire sur plusieurs années, les précipitations, les apports d'eau,
eh bien, on a une tendance assez nette à la baisse, même pour les aquifères du nord de la France, en fait. Bon, très bien. Et ça, c'est quand même très inquiétant. Voilà. Surtout qu'encore une fois, il faut rajouter les aspects qualitatifs de l'eau, hein, qui sont encore une fois assez majeurs. Le fait que la quantité d'eau baisse va sans doute s'accompagner d'une dégradation encore de sa qualité si on ne réduit pas les intrants, tout ce qu'on rejette dans l'eau. Et ça risque de faire un cocktail qui sera quand même très difficile pour la suite, à la fois pour le milieu, mais aussi pour les activités humaines. Oui, parce que le risque, c'est avoir moins d'eau et le peu d'eau qui reste de mauvaise qualité, hein, avec une concentration des polluants plus importante. Voilà, c'est ça, voilà. Et puis une qualité, voilà, exactement, une qualité biogéochimique qui sera pas terrible. Très bien. Alors Florence, vous restez avec nous. Le miracle de la technologie, c'est qu'on vous entend très bien, on vous voit bien. Donc il n'y a pas de problème. Vous intervenez quand vous voulez. C'est le principe de la table ronde. Hein. On veut vraiment faire circuler la parole. Alors Valérie Desmarais, vous êtes maître de conférence en écologie et télédétection spatiale à l'université Paul Sabatier. On va prendre un peu de hauteur avec vous. On a vu avec Florence l'importance que revêtent les prévisions pour bien jauger la ressource en eau et bien adapter son utilisation, notamment en période tendue, en période sèche. Vous travaillez sur la gestion de la ressource en eau qui s'appuie sur le spatial, la télédétection. Alors expliquez-nous ça un petit peu. Donc d'abord merci pour cette journée et pour votre invitation. Puis je suis particulièrement ravie de participer de partager cette table ronde avec Ludovic. Oui. Parce qu'en fait, les questions de la gestion de ressources en eau m'ont vraiment interpellée à partir du moment où j'ai travaillé notamment avec la CACG dans le cadre d'un projet qui s'appelait Maïséo. La communauté d'aménagement des coteaux de Gascogne, voilà. Il pourra la présenter mieux que moi. Et on travaillait depuis à peu près, enfin on a travaillé il y a 8 ans à peu près sur cette question de la ressource en eau. Quand j'ai discuté avec Ludovic sur ce que pouvaient apporter les images satellites, donc j'y viens par rapport à leurs problématiques de gestion et d'optimisation de l'eau, il m'a dit, nous on ne sait pas sur notre territoire, le bassin de la Neste fait 6500 km², on ne sait pas exactement quelles sont les cultures, à quel endroit elles sont surtout, à quel moment elles poussent, à quel moment arrivent les besoins les principaux, et puis on ne sait pas où se trouvent les surfaces irriguées. Donc, on a commencé à travailler sur cette question. Et puis, entre-temps, est arrivé quand même une grosse avancée dans le domaine du spatial. C'est le projet, en fait, Copernicus, donc qui a été lancé depuis 2016. Et en fait, depuis 2016, sur tout point du globe, on a accès à des données satellites avec une dizaine de mètres de résolution. Ce qui est assez précis. Ce qui est très précis, effectivement, on n'avait pas ça avant, hein. Même sur les données des Américains, on était plutôt entre 30 et 60 mètres. Donc, tous les 3-5 jours, on a une revisite avec des données donc acquises à 10 mètres de résolution. Et donc là, ça ouvre de nouvelles perspectives pour la gestion de l'eau, notamment la cartographie des surfaces, l'estimation des besoins en eau, et pour rebondir sur la problématique soulevée par Florence, l'estimation des prélèvements. Et oui. Parce qu'on arrive à le faire depuis l'espace. Alors on travaille sur des techniques qui nous permettent d'estimer ces prélèvements, mais on se heurte encore, malgré le fait qu'effectivement la France est bien dotée en données, hein, si on compare à certains pays africains par exemple ou d'Asie, on a beaucoup de données, notamment fournies par l'Agence de l'eau, mais il reste encore des verrous, hein, dans le jargon scientifique on appelle ça des verrous, c'est-à-dire qu'il y a certaines données, on met au point des méthodes d'estimation des prélèvements, des surfaces, des cultures, mais on manque de données pour valider nos approches. Voilà. Donc ça, soit la donnée n'existe pas, et dans ce cas-là, il faut faire en sorte de mettre en place des réseaux d'observation, donc il y en a un certain nombre en France, soit la donnée existe, parfois elle est stockée au sein des ministères, et c'est très difficile pour les scientifiques d'y avoir accès, parce qu'il y a des problèmes d'anonymisation de la donnée, et donc là il y a des efforts aussi à faire pour permettre aux scientifiques d'accéder à ce type d'informations, et de valider nos approches et de réduire les incertitudes. Alors vous travaillez avec des données spatiales, satellites, mais aussi avec des stations expérimentales et puis des modèles que vous appliquez, et tout ça vous permet d'avoir une mesure au plus juste. C'est ce qu'on espère en tout cas. On combine, évidemment, l'imagerie spatiale ne répond pas à tout, hein. Donc on combine, ça c'est il y a plusieurs laboratoires en France qui font ça, et en particulier donc le CESBio, hein, laboratoire à santé spatiale dans lequel je travaille. Donc on combine bien évidemment des images satellites
des modèles et des données terrain, parce que comme je vous disais, des données in situ. On a besoin de ces données pour valider nos approches. Voilà. Alors, quel est votre terrain de jeu? Vous couvrez quelle surface, quel territoire? Alors, moi ou le labo, moi en tout cas, voilà, c'est vous, voilà, votre et équipe, le laboratoire. hein. Ah, oui. Donc, on couvre la France, toute la partie sud, est et ouest de la France. On commence à travailler notamment également dans la région du Rhin-Meuse, où ils ont des difficultés évidemment d'accès à leurs ressources en eau, notamment pour le maïs, le centre Val-de-Loire aussi. Et puis, on a ce qu'on appelle des chantiers, des sites d'études à l'étranger, au Maroc, en Tunisie, en Inde et au Liban. Voilà, ouais. Donc on a vraiment une approche qui est multi-site, avec des questions liées à la ressource en eau, mais avec des solutions et puis des contraintes qui sont différentes évidemment en fonction des pays. Alors qui vous demande ces cartes? Vous les fournissez à qui, ces cartes de surface? Quels sont les utilisateurs en fait de votre donnée? Alors au départ, lorsque j'ai démarré ces études, c'était notamment les gestionnaires de l'eau qui étaient demandeurs. Il y a des syndicats, certains syndicats, des chambres d'agriculture. Et puis là, tout récemment, on a été sollicité par le ministère de la Transition écologique et le ministère également de l'Agriculture pour la fourniture de cartes de surface irriguée à l'échelle nationale. Ce à quoi j'ai répondu, pour l'instant, nous ne sommes pas prêts. Et pourquoi ils ont besoin de ces données? Bien, tout simplement pour faire un diagnostic. Parce qu'avant de parler d'anticipation, de scénario, on a besoin de se mettre collectivement d'accord autour d'un diagnostic. Voilà. Et ça, on avance beaucoup, mais c'est pas encore complètement fait. Et cette donnée, par exemple, permettrait d'objectiver les demandes. Et bon, on n'y est pas encore. De les fiabiliser, hein. De les fiabiliser. Et pourquoi en particulier ces demandes là récemment? Parce que l'État, suite aux assises de l'eau de 2017, a mis en place des projets de territoire de gestion de l'eau. Donc ça, ce sont des outils qui permettent en fait à différents organismes utilisateurs de l'eau et également scientifiques. Moi, je participe au projet de territoire Garonne Amont. Donc, l'idée, c'est de mettre autour de la table plusieurs utilisateurs de l'eau. En particulier là, l'idée, c'est d'améliorer les leviers pour l'agriculture. Hein, voilà, oui. Pour comment on peut optimiser l'eau, optimiser les pratiques, puis réfléchir aussi aux besoins. Est-ce que tous les besoins sont pertinents? Il faut réfléchir aussi à des scénarios en lien avec la sobriété, évidemment. L'objectif étant peut-être de prioriser les usages. Exactement. Et les quantités. Hein. Premièrement, faire un diagnostic, c'est ce que je vous disais. Donc, les données spatiales les aident, les données terrain, toutes les enquêtes peuvent nous aider. Et une fois qu'on se sera mis d'accord sur un diagnostic, effectivement, faire des projections. Et vous faites des prévisions, vous essayez en tout cas de faire des prévisions aussi en cours de saison, parce qu'on voit il y a une variabilité, oui, il y a plusieurs échelles. Voilà, qui s'accélère. Hein. On voit que on peut avoir des changements de précipitations très très rapides. Et donc vous essayez d'avoir des prévisions en cours de saison. Voilà, parce qu'il y a plusieurs aspects. Il y a les questions liées au changement climatique qui sont peut-être à plus long terme. Enfin là, on voit bien que le terme se raccourcit. Et puis, il y a des questions liées à la gestion opérationnelle de l'eau. Et là, pour répondre aux besoins des acteurs de l'eau, il faut vraiment qu'on soit capable de fournir des informations en cours de saison. Alors, on va pas dire quasi temps réel, on n'y est pas encore, mais en tout cas, être capable de mettre à jour en cours de saison l'information. Là, on est surtout sur des pas de temps mensuels. Ah oui. On voudrait essayer bimensuel. Et donc, ça permet effectivement, normalement, aux gestionnaires, ça va permettre aux gestionnaires d'optimiser leur gestion. Ce sont des travaux que l'on a menés notamment avec la CACG qui ont intégré une partie de nos outils, nos méthodes pour essayer d'optimiser l'eau. Alors peut-être que Ludovic en dira de mots. On va en parler ensemble, oui. Mais là, sur la gestion opérationnelle, on n'est pas sur du long terme. Certains laboratoires chercheurs travaillent sur le long terme. Nous, on est là aussi sur du court terme avec la réflexion sur des scénarios de gestion de l'eau. Voilà. L'objectif, c'est clairement d'estimer le volume d'eau qui est prélevable, hein, notamment en période de stress. Et vous apportez une objectivation, une fiabilité aux données, parce que vous me disiez quand on préparait ce rendez-vous que parfois quand les prélèvements, les volumes prélevables sont donnés par le gestionnaire de l'eau, certaines décisions sont attaquées et contestées. Oui, ça c'est une difficulté. Effectivement, depuis la mise en place des organismes uniques de gestion de l'eau, qui sont portés donc soit par des syndicats, soit par des chambres, ces organismes, on leur demande d'estimer des volumes prélevables, voilà, en début de saison.
Et certains se sont tournés vers nous en disant mais comment fait-on? On ne sait pas quel est le diagnostic, enfin quels sont les besoins. Donc effectivement, nous on essaie d'apporter des outils pour les aider à mieux estimer ces volumes prélevables. Et parfois, effectivement, ça peut poser des problèmes parce que l'organisme qui va estimer ces volumes a parfois pas forcément les compétences ou n'a pas forcément les moyens ou les outils pour bien les justifier. Et on arrive à des situations parfois un peu compliquées où, voilà, certaines associations vont se retourner ou attaquer l'organisme en disant, ben non, cette estimation n'est pas justifiée. Ils peuvent parfois gagner. Donc, effectivement, il faut vraiment aider ces structures à objectiver ces volumes, entre autres, voilà, et puis ce diagnostic. Donc nous, on essaye effectivement d'aller dans ce sens-là. Alors avant de parler du projet que vous avez mené avec la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, Florence, Valérie dit que grâce aux satellites, on peut réussir à quantifier les prélèvements qui sont réalisés. Vous avez du mal justement à connaître les prélèvements qui sont réalisés sur les nappes souterraines. Est-ce que le spatial peut vous aider? Le spatial, ça peut aider clairement à savoir où est-ce que c'est irrigué. Après, pour les volumes, je pense que rien ne remplacera des compteurs à la pompe. Hein, ça, c'est clair. Je pense que même Valérie disait, elle a besoin de données terrain. Ce qu'il faut généraliser, c'est l'instrumentation des prélèvements en chaque point. Et d'ailleurs, je rebondis parce que justement, il y a eu des rapports de la FAO qui ont insisté sur est-ce qu'on peut améliorer l'efficacité de l'irrigation, etc., etc. Mais ce qu'ils disent en premier, comme dit Valérie actuellement, c'est la première chose qu'il faut, c'est savoir ce qui est consommé, non pas uniquement prélevé, mais en plus consommé. C'est-à-dire que dans les prélèvements, il y a une partie qui est rejetée. Mais donc là, la connaissance des prélèvements, elle est vraiment nécessaire. Et même si les données satellites, elles sont extrêmement utiles et que elles vont permettre de spatialiser, mais malgré tout, la connaissance au point, enfin voilà, la généralisation des compteurs, à mon avis, on est obligé de passer par là, quoi. Bon, on en parlera tout à l'heure. Alors l'idée évidemment de vos travaux, c'est aussi de mieux connaître la ressource en eau, mieux savoir comment elle est consommée pour mieux l'économiser. Et c'est le cas concret du projet Maïséo que vous avez mené avec la CACG. Donc Ludovic L'Huissier, vous êtes à nos côtés. Merci d'être à Toulouse aujourd'hui. Vous êtes le directeur des opérations d'ingénierie de l'innovation de la CACG. Alors peut-être pour fixer les idées, la CACG, c'est quel territoire, hein? Vous êtes où? Nous, on travaille dans le Grand Sud-Ouest. Dans le Grand Sud-Ouest. Nos actionnaires sont les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, et puis les départements qui les composent. Et donc notre terrain d'intervention historique, il est là. Mais à travers tous les travaux qu'on a menés depuis 60 ans, on intervient maintenant un peu partout en France et puis à l'international également pour aller valoriser des expertises qu'on a développées ici sur des terrains qui, on l'a vu ce matin, sont confrontés aux mêmes problématiques ailleurs. Très bien. Alors, on dit un mot de ce projet Maïséo que vous avez mené avec oui, on peut avec Valérie notamment. Alors, j'ai essayé de faire une intro pour arriver à ça. Oui. Nous, notre problématique du gestionnaire de l'eau, j'ai l'habitude de dire qu'elle est multiscalaire, multi-échelle. Monsieur Kuhlmann en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que en tant que bureau d'études, on travaille sur du temps long et sur des grands territoires comme les bassins. On a participé à l'étude Garonne 2050 il y a une dizaine d'années. Et puis, en tant que gestionnaire de l'eau opérationnel, on travaille au quotidien à décider si on va mettre de l'eau dans les rivières ou pas pour satisfaire l'ensemble des besoins qui s'expriment sur ces territoires en aval des ouvrages qui permettent de stocker l'eau ou de la transférer d'un bassin à l'autre. Et quand on positionne comme ça ces différentes échelles, on se retrouve avec des tas de possibilités de questionnement sur la gestion de l'eau. C'est pas la même chose de se dire si moi, agriculteur, j'ai besoin d'irriguer ma plante demain, ou de savoir quelles infrastructures ou quelles modalités de gestion je dois prévoir sur le bassin d'Our-Garonne pour les 50 ou 100 prochaines années. En tout cas, le point commun de tout ça, c'est qu'on a besoin d'avoir une bonne connaissance, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, à la fois de la ressource disponible et à la fois des besoins qui vont s'exprimer pour exploiter cette ressource-là ou la laisser à disposition de l'environnement pour produire les services écosystémiques qu'on attend. C'est un préalable indispensable de connaître la quantité de ressources. Et les besoins, les ressources multipliées par toutes ces échelles, ça fait une complexité très très forte.
Et un des sujets qu'on a voulu aborder sur le projet Maïséo, c'était d'essayer d'être un peu meilleur sur la connaissance des besoins sur un territoire. Donc là, on est sur des besoins plutôt à l'échelle annuelle, comme le dit Valérie. Pour le moment, avec la télédétection, on arrive à avoir une information qui s'affine un peu dans le temps, puisque tous les 5 jours, on a une nouvelle image. On va réussir, à partir du printemps, à identifier les espaces qui vont être cultivés pendant l'été. Est-ce qu'on va être sur des cultures d'été ou des cultures d'hiver? Donc les cultures d'été vont nous intéresser. En avançant dans le temps, on va être capable de discriminer les différentes plantes qui vont être cultivées sur un territoire. Est-ce que ce sera du maïs? Est-ce que ce sera du tournesol? Est-ce que ce sera du soja? Et puis encore en avançant dans le temps, on va aller vers la capacité à repérer si ces cultures-là sont irriguées ou pas. Et pour un gestionnaire de l'eau, c'est l'information ultime qui est importante, c'est de savoir si la culture est irriguée. J'ajoute un point que pour l'instant la télédétection ne permet pas de faire, c'est de savoir à partir de quelles ressources cette parcelle va être irriguée. C'est pas la même chose si elle prend l'eau dans la rivière ou dans les nappes ou dans des retenues qui sont à proximité des parcelles. Donc ça illustre beaucoup la complexité du sujet et la nécessaire coopération qu'on doit avoir entre la recherche et puis les acteurs opérationnels de terrain, et sans doute aussi la nécessaire transparence qu'il faut qu'on arrive à institutionnaliser sur ce partage d'informations, qui parfois peut être, Florence Abès l'a dit tout à l'heure, un sujet un peu de controverse. C'est-à-dire, si je dis que j'en prends beaucoup, je vais payer plus. Si je dis que j'en ai pas besoin, j'en aurai plus l'année prochaine. Enfin, ça pose des questions. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, Maïséo. Oui, Donc Maïséo. vous avez mené ça justement en coopération Donc nous, avec on a fourni une coopérative agricole. Hein. Comment? Vous avez Maïséo, vous l'avez mené avec une coopérative agricole. Oui, on était partenaire dans un projet multi-acteurs. Donc on avait une coopérative qui est la coopérative Vivadour. On avait 2 laboratoires de recherche, donc le CESBio et puis un laboratoire du CNRS qui s'appelle le LAS. Il y avait aussi dans ce projet un semencier qui s'appelle Pionnier. Il y avait une société privée qui valorisait justement les images de télédétection qui s'appelle Géo6. Et ensemble, on a réfléchi à la façon... Et Météo France, oula, bien sûr, il y avait Météo France puisqu'on travaillait aussi, non, parce qu'on parlait pas de télédétection, non, mais on parlait pas de télédétection avec Météo France, c'est pour ça que j'ai oublié, mais on travaillait sur les prévisions saisonnières justement, et là on s'intéressait au volet ressources, dont je pourrais dire un mot aussi, mais je sais pas si on aura assez de temps ce matin. On le prendra. Donc la télédétection, nous on fournissait les données de terrain. Parce que, comme le disait Valérie, c'est essentiel de pouvoir calibrer tous les modèles avec des informations qui viennent du terrain. Et c'est nous une grande découverte qu'on a faite, c'est-à-dire que on avait une promesse de télédétection magique qui disait avec l'image on saura ce qui se passe. En fait, on a découvert que c'était pas si simple et qu'on avait besoin de faire du lien entre ce qu'on observe à quelques dizaines ou centaines de kilomètres d'ici et puis ce qui se passe sur le terrain. Donc nous, on a fourni des données sur des pratiques agricoles, des prélèvements. Et je rebondis sur ce qui a été dit sur la connaissance de ces prélèvements, et je suis tout à fait d'accord avec l'idée de dire que compter l'eau, c'est déjà commencer à l'économiser. Sur les systèmes qu'on gère, on a mis en place le comptage de l'eau à partir du début des années 90, où on a équipé de compteurs un certain nombre de préleveurs, et on a constaté très vite que le fait de compter, déjà, ça fait réfléchir, et puis ça permet aussi d'identifier ce qu'on prend, et à un moment donné, de pouvoir dire, bah non, là, on s'arrête parce que la ressource, elle est limitée. Et aujourd'hui, on est sur des nouvelles générations de compteurs. On a développé, là aussi, avec un industriel toulousain, un compteur communicant, donc on est dans le monde des objets connectés, de l'Internet. Aujourd'hui, on est capable de poser des compteurs sur des systèmes d'irrigation et de connaître donc au jour le jour la quantité d'eau qui est prélevée. Donc c'est un système qui va se déployer, se démocratiser probablement dans les années qui viennent. Et là, on répond à une question qui est fondamentale, parce que si on connaît la dynamique au jour le jour, ça change tout par rapport au fait de la connaître simplement à la fin de l'année ou 2 ou 3 ans après. Parce que on va voir les moments où le besoin est en train de s'accélérer. On va pouvoir aussi jouer avec des outils, pourquoi pas économiques ou réglementaires, sur cette dynamique-là. Et on va pouvoir aussi sensibiliser les différents acteurs et engager un dialogue. Ça, c'est un autre point que j'espère on pourra développer. Un dialogue entre toutes les parties prenantes sur la réalité de la situation. Alors ce projet, concrètement, il a permis d'obtenir quel résultat? Parce que l'objectif, c'est évidemment tenter de consommer un peu moins d'eau. Aujourd'hui, on a donc, comme disait Valérie, intégré les algorithmes des laboratoires de recherche dans nos propres systèmes d'information.
Et soit dit en passant, ça c'est un sujet extrêmement important si on veut progresser tous ensemble, c'est de ne pas négliger ce temps du transfert de technologie, les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour le réaliser, et puis derrière les moyens aussi qu'il faut mobiliser pour que le système vive. Donc on a intégré ces algorithmes dans nos systèmes d'information et aujourd'hui on développe pour nous-mêmes et pour un certain nombre d'autres acteurs sur le territoire en France ou à l'international des services qui permettent, à partir des observations satellites, d'identifier petit à petit au cours de la saison, comme je disais tout à l'heure, l'état des surfaces qui sont cultivées sur un territoire. Et par là, on peut avoir une idée du besoin en eau de ce territoire dans la campagne, ou dans les semaines, ou dans les mois qui viennent. Très bien. Et donc au final, vous avez tout ça faisant, vous avez réussi à réduire la consommation d'eau en termes d'irrigation ou pas? Comment répondre à cette question? Bon, déjà, on est sur quelque chose de récent, donc on n'a pas assez de recul, je pense, pour dire ça. Ensuite, la notion d'économie d'eau, c'est un sujet qui mériterait, à mon avis, plusieurs heures de débat, parce que la question qui est pas facile à résoudre, c'est économie par rapport à quoi? Une année sèche, on va avoir besoin de beaucoup d'eau, une année humide de moins d'eau. Si on a une année humide qui suit une année sèche, on va dire on a fait une économie d'eau. C'est pas tout à fait vrai. Enfin, en tout cas, en fait, c'est la bonne quantité d'eau au bon moment. Exactement. Voilà. Donc, on pense, comme je le disais tout à l'heure, on est convaincu que connaître, compter la ressource, ça va nous permettre d'être plus performants et de prendre les meilleures décisions. Le sujet, il est peut-être pas tant d'économiser de l'eau dans l'absolu, mais d'être capable de faire face le mieux possible aux crises dont on a parlé tout à l'heure, qui vont être plus intenses et plus fréquentes, de les anticiper suffisamment pour que leur effet sur l'environnement, sur les activités économiques soit un petit peu diminué grâce à cette anticipation-là. Alors vous vouliez aborder le sujet du dialogue entre les différents acteurs, c'est important, parce que vous me disiez la technologie ne peut pas tout faire, il faut que les acteurs s'écoutent et essaient de réinventer la façon de travailler ensemble. Les prévisions peuvent aussi aider à instaurer un dialogue peut-être plus apaisé entre les différentes parties prenantes. Je crois, oui, je crois. Effectivement, les technologies finalement ou les solutions pour gérer l'eau, on les connaît globalement. On va affiner les technologies grâce aux moyens de la recherche. Mais ce qui est fondamental, il me semble, et c'est ce à quoi nous on est confrontés, c'est la difficulté à redialoguer avec l'ensemble des parties prenantes d'un territoire et trouver ensemble des solutions qui puissent être acceptées ou comprises à minima par tous ces acteurs-là. Aujourd'hui, c'est difficile. On a quelques expériences où, quand on met l'information en partage, on arrive à pacifier les débats et à améliorer la qualité des dialogues pour réussir à prendre des décisions collectives. Sur le système Nest dont parlait Valérie, on a depuis 25 ans une commission qui a été instituée et qui se réunit chaque année et autant que de besoin pendant la campagne d'irrigation pour prendre des décisions. Cette année, on a décidé de réduire les volumes prélevables dont on parlait en début de campagne parce qu'on avait des réserves de neige en montagne et des réservoirs pas suffisamment dotés pour qu'on puisse imaginer une campagne qui se passe normalement. On a aussi pris des décisions du genre, on va cette année avoir des objectifs un peu réduits sur les débits minimums dans les rivières, parce que si on a des objectifs trop élevés, on risque en milieu d'été de se retrouver face à un mur et d'avoir des écosystèmes complètement démunis. Donc, faire ce travail de mise à plat et de partage de la donnée, ça permet de prendre des décisions. Et il y a plein d'endroits en France auxquels on est confronté à cette difficulté de partager l'information et surtout de lui faire confiance. C'est-à-dire que, je sais plus qui disait tout à l'heure que on pouvait être confronté à la contestation sur la donnée. Oui. Bon, voilà, on en est encore là, et donc on a besoin justement de légitimer à la fois la parole scientifique, la parole publique, pour dire voilà, l'information, le diagnostic qu'on fait de l'état du système, c'est ça. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on est capable ensemble de prendre comme décision pour réduire les impacts de ces crises qui peuvent être violentes pour l'environnement, qui peuvent être violentes pour l'économie des exploitations agricoles, qui peuvent être violentes pour l'alimentation en eau potable des villes. Valérie Desmarais, vous êtes consciente de ce rôle, on va dire, presque politique que la donnée scientifique apporte dans le débat sur l'eau ? Oui, tout à fait. Ben, nous, on est confrontés à
cette question depuis quelques années. Je voudrais quand même juste faire une remarque par rapport à une précision là de Ludovic sur le fait que les scientifiques, effectivement, on peut améliorer les technologies, c'est le rôle de la science, mais notre rôle aussi, c'est d'évaluer l'impact de ces technologies là, sur les ressources. Et parfois, on n'est pas toujours en mesure d'évaluer. Là, si par exemple, je prends un exemple provocateur, on fait plus de maïs dans le sud-ouest, quelles seraient les conséquences? Et là, on a un peu de difficulté quand même à estimer les conséquences d'un point de vue écologique, économique, social, etc. Et donc là, le point de la discussion est important avec les acteurs, mais aussi, je dirais, au sein de la recherche. Et on parle de plus en plus, ça fait longtemps qu'on parle d'interdisciplinarité au sein de la recherche. Ça n'a pas été, à mon sens, assez fait. Et là, on commence à avoir des programmes qui vraiment incitent les chercheurs à travailler en interdisciplinarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des télédétecteurs doivent travailler avec des agronomes, qui doivent travailler avec des écologues, des sociologues, des économistes, etc. Voilà. Donc, tant que, si chacun reste cantonné dans son domaine, on aura du mal à avoir une vision globale. Voilà. Ce qu'aborde Valérie, c'est un peu la coalition des pour dont vous me parliez, Ludovic. Expliquez-nous un petit peu ce que vous mettez derrière ça. Je fais référence à un certain nombre d'événements des dernières années qui, sur le sujet de la ressource en eau, mais pas que, sur tout un tas de sujets d'aménagement du territoire, ont généré des controverses qui ont pu être violentes, qui ont pu se terminer très très mal. Et je crois qu'on est dans un monde comme ça aujourd'hui où les projets de développement des territoires génèrent facilement, donc ce que j'appelle la coalition des contres pour le coup, c'est-à-dire la controverse et la contestation, y compris de projets qui ont été validés par tout un tas de processus mis en place dans notre système démocratique, mais voilà, qui peuvent se retrouver face à la controverse, à la contestation, et puis ne pas se faire ou se faire dans des conditions qui sont très, très dégradées. Et donc, ce que je me dis, moi, c'est qu'on a tout intérêt, tous ensemble, à suffisamment en amont de ces choix de développement des territoires, constituer un terreau pour la coalition des pour, justement, c'est-à-dire une compréhension des phénomènes, un partage de diagnostics, une exploration des scénarios possibles de décision, et puis les conséquences que ça peut générer sur tous les aspects dont parlait Valérie. Et ça me semble être une condition nécessaire à une prise de décision plus sereine, plus apaisée, et à des choix qui soient mieux acceptés sur les territoires et qui permettent de se projeter dans ces situations de crise future plus intenses et plus fréquentes. Et est-ce qu'à la lumière des prévisions et des données scientifiques, on peut se poser la question de la nature des cultures agricoles à mener? Est-ce que c'est un sujet qui peut être abordé avec les prévisions de la ressource en eau dans les 20-30 ans à venir? C'est nécessairement aussi un sujet, un bout de l'équation. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais, il y a les besoins, il y a la ressource. Là, on parle des besoins en eau. Donc, il y a à travailler évidemment sur la capacité du monde agricole à faire évoluer ces systèmes pour être plus résilients par rapport à la ressource en eau. Donc ça veut dire peut-être effectivement des espèces qui consomment moins ou qui consomment à d'autres périodes que quand on a besoin d'eau, on a plus d'eau dans les systèmes. Ça peut être une évolution aussi des techniques agricoles. On a une ferme expérimentale dans le Gers dans laquelle on teste depuis des années des évolutions, des innovations technologiques pour faire évoluer l'agriculture et l'agriculture irriguée en particulier. Donc on a travaillé pendant pas mal d'années sur les techniques d'irrigation, de l'aspersion au pivot jusqu'au goutte à goutte. Et aujourd'hui, on travaille par exemple sur des sujets d'agriculture de conservation des sols, c'est-à-dire redonner, je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, la capacité des sols à mieux retenir l'eau, à avoir les sols vivants, à générer du coup des conditions qui nécessitent et moins d'eau, et moins de produits phytosanitaires, et moins d'engrais chimiques. Donc c'est un bout de l'équation, évidemment, mais je pense qu'on a besoin en interdisciplinarité de travailler sur tous les sujets, y compris la ressource, et il y a des endroits où ça peut sans doute être pertinent de stocker l'eau
et de la mettre à disposition en des périodes déphasées par rapport à ce que la nature nous donne. Il y a des endroits où il faut peut-être changer complètement les cultures ou arrêter l'irrigation. Il y a aussi sans doute des questions à se poser sur le développement des villes, par exemple. On pourrait aller jusque-là, même si en France, c'est un peu le sujet principal, c'est l'eau potable avant tout. Donc finalement, on se pose peut-être pas assez ces questions-là, mais dans un monde où le pourtour méditerranéen devient peut-être au nord de la Méditerranée un peu comme au sud, on aura des nouvelles questions peut-être à se poser demain. En fait, il faut juste montrer aux agriculteurs, par exemple, que c'est possible, que le changement est possible, et c'est aussi le rôle des scientifiques de partager ça. Valérie ? Alors oui, on peut nous faire tourner nos modèles et voilà, tester différents scénarios. Donc ça, évidemment, c'est notre travail. Ensuite, on y a un principe de réalité aussi, hein, c'est-à-dire qu'on peut arriver en disant à un agriculteur, ben voilà, vous arrêtez d'irriguer, sauf que les agriculteurs ont un revenu, ils ont fait des investissements pendant des années pour atteindre un certain rendement. Donc il y a plusieurs questions à se poser, en local, national, mais il y a aussi évidemment une décision ou des volontés à l'échelle au moins européenne. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi que à l'échelle européenne, on soutienne plus que ce qu'on le fait à l'heure actuelle des pratiques qui soient plus vertueuses pour la santé, pour la santé des citoyens, la santé de l'écosystème. Voilà. Donc c'est un tout, ça se raisonne pas. Et puis quand on parlait d'échelle, évidemment, quand Valérie posait la question tout à l'heure, que faites-vous à votre échelle? Donc je pense qu'elle est partie, mais je voulais lui répondre. Parfois, on a des leviers à notre échelle, effectivement, professionnels, individuels, mais il va falloir aussi à un moment donné qu'il y ait des leviers possibles à l'échelle nationale, européenne et internationale. Voilà. Pour démultiplier un peu les effets, justement. Voilà, exactement. Très bien. Alors, on vient de voir que l'information, la pédagogie, c'est très important, non seulement pour la connaissance, mais aussi la prise de conscience. Et donc, vous venez de le dire, Valérie, pour passer à l'action. Alors, Renaud Hermen, vous êtes le cofondateur de l'association Water Family. Donc, vous êtes avec nous en visio. C'est ce que vous faites à Water Family, de la pédagogie, de l'information autour de l'eau? Oui, bonjour à tout le monde. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien. On vous entend bien. On vous voit pas, mais on vous entend très bien. Ah, bon, pourtant j'ai allumé la caméra. Bon, voilà. Exactement, voilà, c'est ce qu'on fait. Donc, je vais essayer un petit peu de rebondir sur ce qui a été dit en donnant une touche d'action, une touche un petit peu d'espoir aussi, et une touche d'action qui est, à notre sens, peu exploitée et qui est pourtant assez géniale, et qui est tout simplement l'éducation. Donc, nous, notre métier, depuis plus de 10 ans, et on a commencé avec le soutien de l'Agence de l'eau à l'époque, justement, avec toutes les équipes là, de l'agence, ça a été de traduire en pédagogie les impacts des humains sur la base d'informations scientifiques. Et non pas sur la culture qu'on avait de comment agir pour protéger l'eau, qui était souvent liée à l'eau directe, à savoir l'eau de la maison, quoi. Donc aujourd'hui, on sait qu'un individu va consommer en gros 150 litres d'eau par jour à la maison. Ça, c'est la douche, la machine à laver. Mais un individu en Europe aura besoin de plus de 4000 litres d'eau par jour pour fabriquer son quotidien. Et ça, c'est lié justement à l'alimentation, aux objets, ordinateurs, textiles ou autres, au transport. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, on va plus être sur une pédagogie de la culpabilité. Donc j'agis, mais il faut que je gagne 1 minute tous les jours dans ma douche et ça va servir à quelque chose? Non, ou très peu. Par contre, si on considère l'alimentation et les 3000 litres d'eau qu'elle représente tous les jours pour être fabriquée, et que l'on sait à côté de ça que grosso modo, il y a 1/3 de cette alimentation qui est gaspillée, notamment à la maison. Et donc là, on se retrouve avec un chiffre génial qui est que le gaspillage, ça représente 1000 litres d'eau par jour et par personne. Donc est-ce que là, je peux agir? Et donc là, je vais pouvoir gérer avec un levier puissant, non culpabilisant, et ça, c'est super, quoi. Donc voilà, donc ça, c'était le premier travail un petit peu que l'on a fait, vraiment issu en plus des travaux de Françoise Goulard à l'époque à l'agence. Et ces travaux-là, au fur et à mesure, ont donné un programme pédagogique que l'on appelle Water Responsable, qui est aujourd'hui divulgué en gros entre 20 et 30 000 scolaires par an
sur toute la France. On a une dizaine d'antennes de l'association. Tous nos programmes sont open source, ce qui fait qu'on est aussi organisé de formation et on forme beaucoup de structures, d'autres structures d'éducation, comme Léo Lagrange à Toulouse par exemple, qui vont nous permettre de diffuser ces contenus-là. Et comment vous adressez justement, parce que c'est considérable, 30 000 scolaires par an, vous avez des partenariats avec les rectorats, comment vous faites rentrer cette information dans les écoles notamment? Alors, c'est considérable et à la fois complètement minime, parce que sur le bassin versant, si on considère les deux académies, Toulouse et Bordeaux, on est à 1,3 million de scolaires. Au niveau national, c'est 13 millions. Ça veut dire que nous, avec nos 20 ou 30 000, on ne pèse pas grand-chose. C'est un début. Voilà, c'est le début. Alors voilà, c'est le début. C'est considérable dans le sens où, oui, il faut que l'éducation soit un des grands leviers forts de l'écologie ou tout simplement de l'adaptation. Là, des travaux sont menés actuellement avec l'agence, notamment avec M. Marty, là, sur un programme qui pourrait être à l'échelle du bassin versant. Et c'est un axe qu'il faut que l'on utilise parce que tout simplement, on sait aujourd'hui, il y a eu un très bon article dans Nature là, ce printemps, et nous on avait une sociologue qui avait travaillé avec nous il y a quelques années, on a appris que un enfant va influencer entre 7 et 10 adultes. Sur les bonnes pratiques en matière d'eau notamment. Alors, sur tout ce qui va ramener les écoles. C'est-à-dire qu'en gros, si aujourd'hui on met la ceinture dans nos voitures, c'est parce que nos enfants l'ont ramené d'une information, d'une connaissance qui est passée par l'école. Le tri sélectif est passé par l'école. Et Coca-Cola, n'en parlons pas. Hein. Coca-Cola, c'est pas les parents qui l'ont ramené dans les familles, c'est les enfants, c'est nous qui l'avons ramené. Donc toute la consommation vient de ce qu'on appelle la coéducation. C'est-à-dire qu'on va éduquer nos enfants, mais ils vont aussi nous éduquer, notamment à nous éduquer à toutes les notions contemporaines. Donc aujourd'hui, c'est essentiel que l'écologie ou investissent fortement dans cette éducation. Sur les enfants qui sont des vecteurs d'accélération, on va dire. Alors il y a Ludovic, pardon, je vous interromps, il y a Ludovic L'Huissier qui veut réagir. Oui, merci Renaud pour dire ça parce que on a une collaboration avec Water Family. On a créé un jeu il y a quelques années qui nous permet d'intervenir là aussi dans les écoles primaires pour faire cette pédagogie-là parce que on est convaincu et en échangeant avec cette équipe-là, on a été encore plus convaincu que ça passait par là et que moi j'ajoute même qu'il faudrait de l'éducation sur l'eau tout au long de la vie, mais effectivement commençons par les écoles et par les enfants et j'ai eu le plaisir moi de passer une journée dans une école maternelle à parler de ce métier dont j'ai parlé tout à l'heure et c'est incroyable comment justement on arrive à éveiller un peu les enfants et je pense qu'on a vraiment intérêt à qui eux-mêmes après éveillent les parents le soir en rentrant à la maison. C'est le pari qu'on fait et a priori ça fonctionne puisque Renaud nous explique qu'il y a même des études qui ont été faites là-dessus qui le démontrent. On va revenir vers Renaud. Valérie, vous vouliez réagir à ce que disait Renaud? Oui, juste une petite remarque. Donc moi, je suis maître de conférence, donc c'est vrai que c'est un sujet sensible, la formation et l'éducation. Donc, si j'ai bien compris, ils ont pu informer ou faire des interventions auprès de 30 000 élèves. Ce qu'il faut aussi, c'est former les enseignants. Les enseignants sont formés les professeurs sont formés dans les universités. Peut-être qu'aussi, il faut peut-être faire donc des efforts sur la formation des enseignants au sein de l'université. Renaud, vous formez uniquement les jeunes publics ou vous allez aussi vers des enseignants? Non, bien sûr, c'est l'objectif. Mais après, nous, quelque part, on est une toute petite structure. Mais après, l'objectif, c'est bien de faire de la formation de formateurs au sens large. Donc aujourd'hui, nous, on voit ces 20-30 000 scolaires par an. Mais grâce à le fait qu'on soit organisé de formation, que tous nos contenus qu'on a pu développer là depuis 10 ans, notamment avec l'agence, soient open source, on va former à peu près 2000 professionnels par an. Alors, qui sont ces 2000 professionnels? Il y a deux parties. C'est à la fois le monde de l'animation, pas de l'éducation complètement, mais de l'animation où des gens vont avoir besoin de contenu scientifique, enfin de la vulgariser pour faire des programmes d'éducation à l'écologie, type justement Léo Lagrange ou d'autres structures d'éducation populaire, des communes ou autres. Et on va aussi avoir beaucoup d'entreprises, notamment d'industriels, qui s'engagent en ce moment. On est vraiment très surpris, très agréablement surpris de l'engagement d'entreprises à nos côtés, qui vont
dans le cadre de leur programme RSE, essaient de donner une nouvelle culture interne à l'entreprise pour que l'entreprise puisse être un acteur, jusqu'à renforcer nos équipes sur le terrain et voir aller en classe. Alors peut-être on peut le citer, Renaud, le partenariat que vous avez signé avec Petit Bateau, qui a pour objectif de toucher 1 million d'enfants d'ici 3 ans. Hein. Voilà, ça c'est un exemple génial là, qui nous arrive. Effectivement, la CSG, on a créé un très beau jeu là pour faire leur métier, d'apprendre à gérer la ressource. Et là, le dernier exemple en date, là, c'est avec l'entreprise Petit Bateau, qui est une entreprise à mission, qui est d'ailleurs un bel axe d'engagement. Ça a été tout simplement que l'entreprise est venue nous voir pour nous dire, nous, on a acté que tous nos salariés devaient s'engager dans l'écologie, se reconnecter à la nature. Et pour nous, se reconnecter, c'est aussi être capable de l'expliquer. Donc, il va falloir que vous nous aidiez à former nos 1500 salariés. OK, on va créer une antenne commune au siège de Petit Bateau à 3, donc ça c'est génial, on continue à développer l'action de terrain, mais surtout il nous dit, en gros, vous voyez grosso modo en direct et en indirect à peu près 100 000 scolaires par an, ou enfants par an, on va aller chercher 1 million cumulé en 3 ans. Et ça c'est des vraies questions, voilà, ça c'est des questions géniales de comment on fait pour y arriver. Donc là aujourd'hui on travaille à ça, donc on va développer évidemment un accès numérique, développer tout ce qui est passeport, cahier de vacances, parce que ça peut être un très très bel outil pour reconnecter les enfants à la nature. Parce que avec nos actions dans les scolaires. Renaud, avec ces fameux cahiers de vacances, vous voulez toucher 200 000 à 300 000 jeunes, et vous voulez les amener dans la nature pour faire leur exercice de vacances. Voilà, exactement. En fait, le cahier de vacances, c'est un outil. Moi, mes filles, on a tous eu des cahiers de vacances. C'est un moment privilégié, les vacances, pour apprendre des choses. Bon, il faut nous sortir des écrans. Il faut absolument qu'on reparte au contact de cette nature. C'est les 3 grands axes qu'on a choisis en conclusion de nos programmes d'éducation. C'est consommation responsable, s'adapter, parce que c'est ça le sujet numéro 1, mais c'est aussi se reconnecter au vivant. Ça fait du bien, c'est de la chimie de repartir dans la nature. Donc là, c'est un cahier de vacances. L'objectif pour 2022, c'est qu'il va vous emmener dans la nature. Et presque notre rêve, mais ça, on n'a pas encore validé ça avec eux, ça serait que on puisse faire des enfants, donc un petit peu de l'assistance participative. On en parlait avec Gilles Boeuf là récemment. L'idée, c'est que les enfants puissent ramener de l'information sur l'état de la biodiversité, à travers des notions d'inventaire ou les applications qui servent à ça. Et justement, des acteurs. Vous travaillez aussi avec l'OFB pour confier à une classe d'élèves un espace naturel et dont il deviendrait le gardien. C'est aussi ça, une responsabilisation in concreto sur le terrain? Voilà, alors ça c'est un très très bel exemple, l'Office français de la biodiversité qui a développé les aires terrestres et les aires marines éducatives. Et donc ça c'est des classes qui vont devenir quelque part des gestionnaires d'espace. Donc je remets la parenthèse, pourquoi les enfants? Parce que oui, les enfants vont être les premiers influenceurs des familles, mais surtout un enfant va construire de 0,15 ans à 0,20 ans tout son inconscient. Et l'inconscient, quand on est un adulte, c'est 80% de nos décisions quotidiennes. Donc ça veut dire que tous les jours, je ne vais pas réinventer ma vie. Tous les jours, je vais m'appuyer sur ce que j'ai acquis. Donc, essayer d'éduquer nos enfants, c'est fabriquer la société de demain. Donc, on ne peut pas passer à côté. L'écologie ne peut pas passer à côté de ça. Donc, aujourd'hui, trouver cette matière, la travailler, c'est effectivement les aires terrestres et les aires marines éducatives, c'est génial. Donc là, j'ai un exemple. Moi, je suis, alors pour le coup, excusez-moi de ne pas pouvoir être là, mais j'étais dans d'autres obligations aussi. Donc, je suis dans une ferme dans le Béarn, et dans la ville avec qui je travaille, en direct, un peu laboratoire, là, à Navarrenx, on crée une aire terrestre éducative. Donc, c'est pour que les enfants se réapproprient leur espace et en deviennent les protecteurs. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils comprennent la faune, la flore, l'histoire du territoire. Et le but qu'on a avec la mairie, c'est de les emmener jusqu'à une réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, et la responsabilité qu'on a par rapport au vivant. Et ça devient génial parce que là, on fabrique des enfants qui se reconnectent à ce que l'on a connu dans notre enfance pour certains, ou encore mieux nos parents ou nos grands-parents, mais ceux qui sont complètement déconnectés dans nos sociétés d'aujourd'hui. Voilà, la grande phrase, on ne protège que ce que l'on connaît. Donc là, reconnectons-nous, allons dans la nature.
Très bien. Et vous rejoignez un peu ce que disait Ludovic, il faut inventer une écologie qui donne envie, plutôt la coalition des pour que plutôt une écologie punitive. C'est un petit peu aussi ça votre message? Exactement. Alors c'est même là, je fais presque un appel, hein. Donc nous, on rêverait qu'il y ait un programme mondial, hein, au moins national ou local, de l'adaptation. Qu'est-ce que c'est? J'écoutais vraiment avec attention tout à l'heure les différentes pistes. C'est assez simple finalement de dire ben voilà, il y a le chemin jaune, le chemin rouge, le chemin bleu. Et lequel on choisit? Et ben une fois qu'on l'a choisi, comment on le construit? C'est un jeu tout ça. Donc mettons du plaisir à l'écologie. On aime bien citer cet exemple-là de qu'est-ce qui fait que l'écologie aujourd'hui n'est pas complètement intégrée, c'est qu'elle on vient de passer 10 ans à prendre des chiffres durs. Et on continue aujourd'hui, la réalité est quand même rude, mais aujourd'hui on va vers des choses qui nous font envie. C'est le principe du cerveau, là, du striatum, là, comme c'est expliqué dans le bug humain. Donc il faut qu'on crée une écologie qui donne envie, qui peut être donnée envie de façon pragmatique avec l'adaptation. Donc c'est un petit peu aujourd'hui, moi, comment dire, l'interrogation ou l'envie qu'on aurait, ça serait comment on crée une très belle dynamique positive qui donne envie autour de ce mot adaptation, qui peut être une notion géniale, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, et autant qu'on le prenne avec envie. Autrement, si on est que dans la peur, si on est que dans le côté collapse ou autre, c'est dommage. Dans la nature, j'ai pas l'impression. Quand on avait échangé tous les deux, j'aime bien parler des nudges. Donc, nudge, c'est le côté je pousse avec le coude, c'est-à-dire je fais faire une action à quelqu'un qui va être l'action voulue, mais l'action première, c'est le jeu. Donc, quand un fruit nous propose de transporter son noyau pour aller planter un arbre, il nous dit pas, s'il vous plaît, transportez mon noyau parce que c'est bien. Il nous dit juste, regardez, mon fruit il est beau, mon fruit il est bon, mange-le et en plus tu transporteras le noyau. Donc, action 1, le plaisir ou l'intérêt commun, et action 2, je transporte le noyau. Donc aujourd'hui, on doit avoir un peu plus de stratégie pour l'écologie ou le climat ou le changement. On ne doit pas que alerter les gens, on doit leur donner envie de changer. Et ça, c'est vraiment fondamental. Je pense qu'il faut qu'on rentre dans cette époque-là rapidement, par contre, avec des grands moyens. Valérie, oui. Oui, moi je vous félicite en tout cas pour vos actions. Ce qui est important aussi à mon avis, lorsqu'on éduque les enfants, c'est le choix des mots et le poids des mots. C'est-à-dire que effectivement on peut parler d'adaptation, mais attention parce que derrière ça peut vouloir dire bon de toute façon on pourra s'adapter. Non, il y a des moments où on pourra pas s'adapter et le coût humain, social sera catastrophique. Donc il faut bien faire comprendre ce qu'est l'adaptation. Voilà, ça n'empêche pas l'atténuation, peut-être la réduction des besoins, etc. Donc c'est important. Et puis une autre notion aussi, on parle beaucoup de l'eau en tant que ressource. L'eau, on peut aussi la présenter en tant que bien commun. Voilà, très bien, on peut la partager, mais il faut que tous. Vous parliez de protection. Effectivement, l'eau doit être protégée. Donc, la notion de bien commun me paraît aussi importante à transmettre à nos jeunes. Ludovic Lussier, les acteurs les utilisateurs de l'eau de demain sont les enfants d'aujourd'hui. Donc c'est important des actions comme le Porte Water pour éduquer davantage, parce que les agriculteurs qui sont pas encore agriculteurs, qui ont 10 ans aujourd'hui, peut-être que demain ils auront une sensibilité plus différente à l'eau. Oui, moi je suis convaincu qu'on a besoin d'améliorer notre culture de l'eau individuelle et collective, et donc commencer par les enfants, ça me paraît de bonne politique. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on doit le faire tout au long de la vie probablement, parce que même si on acquiert beaucoup de choses dans l'enfance, il y a des évidences, il y a de la complexité qui mérite qu'on y revienne de temps en temps. Et donc voilà, il faut qu'on se crée les conditions, voilà, d'un dialogue où on arrive à partager cette complexité-là, à comprendre les tenants aboutissants des choix qu'on va faire, et qu'on accepte aussi peut-être de prendre le temps de la réflexion collective, parce que c'est pas que il suffit de faire ceci puis on aura réglé le problème, parce que derrière c'est quoi les conséquences sociales, conséquences économiques, environnementales, etc. Et cette complexité-là, il faut qu'on accepte qu'elle est présente et qu'on a besoin
plus tous ensemble de l'appréhender, parce que mal connaître un sujet, c'est à mon avis comment dire, une des conditions qui fait que on arrive à s'opposer à des solutions qui pourraient être intelligentes. Donc oui, la formation, la pédagogie, tout ça, c'est fondamental. Et dans 10 jours, j'accueille des collégiens là sur cette ferme expérimentale dont je parlais, une 50aine, qui vont revenir voir des plantes pousser dans un champ et pas à travers une interface numérique. Donc le numérique, c'est génial parce que ça ouvre les possibles incroyables, mais je suis d'accord, il faut rester connecté à la réalité des choses. À la réalité. Florence Abetz, vous êtes toujours avec nous. Oui, Est-ce oui, que du coup, il faut aussi mieux faire connaître les ressources en eau souterraine à nos enfants? Est-ce que ça doit faire partie du programme? En fait, honnêtement, les eaux souterraines, il y a beaucoup de gens qui les connaissent pas, il n'y a pas que les enfants. Oui. Mais moi, surtout, je voudrais revenir sur un élément important, c'est-à-dire qu'on parle d'adaptation, oui, mais adaptation, c'est transformation, en fait, le mot, c'est rupture, en fait, ce qu'il faut pas oublier que l'eau, c'est un élément du problème. Si on veut atteindre les trajectoires qu'a présentées Valérie de 1,5 ou 2 degrés, mais c'est pas une petite adaptation par rapport au monde d'aujourd'hui, c'est un énorme changement. Et moi, je trouve ça génial de dire aux enfants, effectivement, apprécier d'autres valeurs que ce que met en valeur aujourd'hui notre société, parce que demain, de toute façon, il faudra abandonner tous ces éléments-là qui sont très nocifs pour notre planète. Donc oui, il faut redonner du plaisir à plein de choses qui sont bénéfiques à notre planète, et y compris simplement bénéficier de l'environnement. Mais ne pas oublier que, voilà, en fait, attention aux mots, comme dit très bien Valérie. C'est-à-dire que le problème qu'on doit faire, enfin l'évolution qu'on va faire pour demain, c'est pas une petite transformation, enfin c'est pas une petite évolution par rapport à aujourd'hui. C'est une énorme transformation, et ça inclut l'eau. L'eau est un élément vecteur de ça, mais c'est pas que l'eau. Si on ne fait que modifier notre consommation d'eau sans changer la trajectoire d'émissions de carbone, on va droit à la catastrophe. Voilà. Ouais, bah, tout est lié, en tout cas, on l'a évoqué tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui nous sont arrivées ou dans la salle? Si vous en avez, je vous passe un micro et vous interrogez un de nos intervenants sans problème. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Soit je vois pas. Ah oui, ah ben attendez monsieur, je vous apporte un micro. Peut-être vous vous présentez avant de poser votre question, s'il vous plaît. Merci. Donc, je suis Hervé Douville, je travaille à Météo France. J'avais plutôt 2 commentaires que 2 questions. Un commentaire en tant qu'auteur du dernier rapport climat du GIEC, puisque j'étais auteur coordinateur du chapitre sur les changements du cycle de l'eau, justement. Et puis aussi un commentaire en tant que citoyen lambda. Donc, par rapport à ce qu'a dit Florence sur l'importance de la variabilité interne, je voudrais un petit peu surenchérir là-dessus en tant qu'auteur du GIEC, pour dire que, effectivement, cette variabilité concernant le cycle de l'eau à l'échelle régionale est tout à fait importante, et que, par contre, il ne faut pas imaginer qu'elle va s'éclipser devant le changement climatique. Elle va continuer à s'additionner aux tendances de long terme, et on montre même qu'elle va s'amplifier. Elle va s'amplifier. Donc quand on dit, par exemple, je vais prendre des chiffres au hasard, qu'une sécheresse qui serait séculaire au XXe siècle pourrait avoir lieu, on va dire, 5 fois au cours du XXIe siècle, en fait, ça ne veut pas dire qu'elle va avoir lieu une fois tous les 20 ans. Parce que Florence sait aussi bien que moi que cette variabilité naturelle, elle a une organisation aussi, elle est pluriéchelle, et il y a des modes de variabilité lents qui font que probablement on aura des décennies avec ce genre d'événement qui va apparaître 2 ou 3 fois. Et donc ça pose évidemment la question de la vulnérabilité de nos systèmes. Donc ça c'est la première chose, accroissement de la variabilité. Et alors, par rapport à ce que j'ai entendu de la part de M. Kuhlmann sur le fait que bien des sociétés sont d'ores et déjà inadaptées à l'aléa climatique et que cette vulnérabilité va croissant, et que Florence nous dit que même en France, on est tellement à flux tendu qu'on est vulnérable. Je voudrais quand même aussi, par rapport à l'exposé de Jean Jouzel, rappeler que l'accord de Paris, c'est pas seulement des cibles de température, c'est aussi un engagement très fort des États, notamment des pays du Nord, à aider les pays du Sud. Et que de ce point de vue-là, par exemple, il y a un rapport Oxfam qui est sorti l'année dernière, qui montre que l'engagement à hauteur de 100 milliards par an, non seulement est loin d'être atteint, mais qu'il concerne essentiellement une aide à l'atténuation.
et pas du tout, très peu, une aide à l'adaptation dans ces pays. Ce qui est un fort problème aussi, parce qu'évidemment, on a tout intérêt à aider ces pays à limiter leurs émissions, mais il faudrait aussi qu'on pense à les aider à s'adapter. Merci. Florence, sur la variabilité, est-ce que vous voulez rajouter un mot? Non, merci Hervé d'insister là-dessus, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas oublier. C'est-à-dire que les chiffres qu'on donne dans les tendances climatiques, c'est des moyennes, mais qui sont très lissées finalement par rapport en fait à ce qui va se réaliser, qui vont avoir la variabilité d'une année sur l'autre, mais aussi cette fameuse tendance pluridécennale qui peut quand même être hyper impactante. Ça veut dire que en fait on va cumuler comme ça plusieurs années sèches par exemple, et ce qui fait que quand une sécheresse va arriver dans cette période-là, les eaux dans les nappes elles seront déjà basses, et du coup là elles pourront pas soutenir, les nappes ne pourront pas soutenir par exemple les rivières, et donc ça, on a un effet aggravant, ou à l'inverse pour les périodes hautes. Non, c'est vraiment important à intégrer. Et encore une fois, aujourd'hui, on aurait déjà des difficultés à passer des épisodes connus, vu que nos sociétés sont devenues quand même très dépendantes à la ressource en eau. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui. Allez-y. Oui, bonjour Marie-Laure Vercambre. Je crois que c'est Valérie tout à l'heure qui a parlé de quand on se projetait sur nos sociétés, sur l'évolution des pratiques agricoles, des cultures. Je crois que c'est vous qui avez aussi, où était-ce Ludovic, parlé des villes. Si on commençait à avoir le même climat que de l'autre côté de la rive méditerranéenne, la mer, est-ce que vous pourriez préciser votre pensée, s'il vous plaît? Et puis aussi, simplement rajouter que le fonds d'adaptation existe, qu'effectivement, il doit être abondé, et que voilà, il y a de nombreux fonds qui existent, tout est mis en place pour qu'on puisse le financer, en fait. Très bien. Alors, oui, j'ai abordé ce sujet parce que la consommation en eau des villes, c'est un des paramètres de l'équation aussi. Et on sait que la Garonne, par exemple, ici, est une pourvoyeuse d'eau pour les grandes villes du territoire. Et la bonne santé de la Garonne, c'est une des conditions à ce qu'on puisse alimenter ces villes comme il faut. Juste une petite histoire qui s'est passée il y a 2 ans, 3 ans. On s'est retrouvé dans une situation sur le système NES dans le Gers qui était la suivante. On avait des ressources en montagne et puis dans les lacs dans lesquels on peut stocker de l'eau qui devenaient extrêmement critiques au point que l'agglomération d'Auch, qui s'alimente exclusivement par la réalimentation de ces rivières-là, était potentiellement compromise à un horizon 2 semaines, 3 semaines, et on est rentré dans un scénario où on s'est dit il va peut-être falloir imaginer d'autres modes d'alimentation en eau potable de cette ville, ce qui est quelque chose qui en France paraît pour une préfecture fou, en plus. voilà. Et il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place par le dialogue justement, et puis on a eu sans doute un peu de chance aussi cette année-là pour qu'on n'ait pas à recourir à ce système-là, mais on a connu en Espagne, je crois, aussi des alimentations de villes par bateau même pour venir apporter l'eau potable. Et en fait, je disais juste que si on a un climat qui se sahelise, ou c'est peut-être un peu beaucoup de dire ça, peut-être qu'on aura des questions de cette nature à se poser. Et quand on parlait tout à l'heure de l'étude Garonne 2050, dans les scénarios, on avait commencé à imaginer qu'il y avait des scénarios de concentration urbaine plus ou moins forte et que ça pouvait générer localement, à forte concentration, des problèmes d'accès à la ressource en eau et à l'alimentation en eau potable. Donc voilà, j'ai pas plus d'études que ça, que juste dire c'est un sujet potentiel qu'on connaît pas encore trop en France, mais que peut-être on aura à découvrir dans quelques temps. Oui, Valérie. Si, et puis, si je peux compléter, oui, juste. Florence. Excusez-moi, je voulais rajouter qu'il n'y a pas que, encore une fois, les problèmes quantitatifs sur l'eau pour l'alimentation en eau potable. On m'a dit il y a pas très longtemps qu'à Poitiers, par exemple, les nappes avaient atteint 48 mg de nitrate par litre, et alors que la limite est à 50. Donc on voit que même une ville comme ça peut être impactée par la pollution de l'eau. Donc encore une fois, en particulier l'agriculture qui est un grand pourvoyeur de pollution diffuse, mais pas que. Il faut absolument améliorer à la fois la qualité de l'eau et son usage, quoi. Et oui, parce qu'à cause de la pollution, vous me disiez qu'il y a de nombreux captages qui sont fermés, hein.
Oui, voilà, il y a de nombreux captages qui sont déjà fermés et honnêtement, la situation est loin d'être améliorée, de pouvoir s'améliorer parce que effectivement, il faut un temps, même si les pratiques évoluent, il faut du temps quand même pour, je dirais, que toute cette pollution s'efface. Et puis en plus, malgré tout, la pollution des pesticides, elle augmente. Donc voilà, il y a une pression très très forte sur l'eau en termes de quantité, de qualité, il faut absolument pas l'oublier quand même. Valérie, vous vouliez rajouter un mot? Oui, juste pour compléter, pour répondre sur les usages. Donc l'eau, enfin il y a plusieurs usages qui sont concernés par l'utilisation de l'eau, donc agricole, urbain pour l'eau potable. Il y a aussi chez nous, sur notre territoire en particulier, l'énergie. C'est-à-dire qu'en 2019, des débits un peu trop bas, une température trop élevée a conduit à l'arrêt de la centrale Golfech. Voilà. Donc, on est vraiment dans une situation où il faut envisager toutes les conséquences et tous les usages. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a, oui, une question là-haut? Et après, je ne sais pas si sur Internet, il y a des... Ah ben, très bien. Allumez le micro, peut-être. Voilà. Juste pour vous faire un petit clin d'œil, il a été dit qu'il fallait changer de paradigme. Et ce matin, on vient d'assister en direct un changement de paradigme. Je veux simplement souligner le fait que la matinée a débuté avec des bouteilles d'eau sur la table et nous sommes maintenant avec des carafes d'eau du robinet. Ouais. Sauf que les bouteilles d'eau, alors c'est ariégeois, je vais en faire un peu expliquer. C'est des bouteilles qui sont captées au-dessus d'Ax-les-Thermes, à Mérins-les-Vals. C'est la compagnie des Pyrénées qui pompe cette eau, qui s'est engagée à ne pomper que 15% de la ressource avec la communauté de communes. Les bouteilles sont en carton. C'est la première fois qu'en France, des bouteilles d'eau comme les briques de lait, en fait. Et le bouchon est fait à base de canne à sucre. Donc, c'est en 100% recyclable. Et elle vient de pas très loin, cette eau. Voilà. C'était juste pour le petit message. J'entends bien, mais chacun aura compris ce qu'il y avait aussi derrière mon propos, malgré la qualité de l'eau ariégeoise. Merci. Mais c'est un bon choix écologique quand même, pour de l'eau en bouteille, évidemment. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur Internet? Oui. Alors peut-être je vous donne un micro, comme ça vous nous la lisez. Oui, une question à Valérie Desmarais. Vous avez indiqué que nous n'étions pas prêts pour faire des cartes des zones irriguées en France. Quels sont les verrous à ce jour? Ah, ça c'est très intéressant. Alors, les verrous, ils sont assez nombreux. C'est-à-dire que il faut qu'on sache un petit peu où sont les cultures d'été déjà. Donc ça, on arrive à peu près à cartographier cette information. Ensuite, il faut savoir à quel moment elles poussent, et puis si elles sont irriguées ou pas. Et là, avec les techniques dont on dispose, alors on arrive en combinant ce qu'on appelle des données optiques et des données radar à détecter des événements d'irrigation. Donc, on a quelques sites pilotes qui montrent que on obtient d'assez bons résultats. On arrive à ça. Je parle des grandes cultures parce qu'en termes de culture arboricole et viticole, là, on n'est pas encore très très en avance. Donc ça relève encore de projets de recherche plus fondamentaux, on va dire. Mais sur les grandes cultures, en tout cas, on a fait quelques tests depuis quelques années, mais depuis même maïs et eau, on arrive à assez bien distinguer, par exemple, maïs irrigué, non irrigué à 80%. Mais pour le moment, on a fait des tests sur quelques territoires pour lesquels on disposait de données de validation. Et on cherche à étendre ces méthodes, sauf que on se heurte à la disponibilité de données qui nous permet de dire, ben voilà, nos cartes, elles sont fiables ou elles le sont pas avec telle et telle précision. Donc le principal verrou, finalement, il n'est pas technologique, il n'est pas lié aux outils, il est lié à la disponibilité de données pour valider nos approches. Et vous me disiez que jusqu'en 2009, vous aviez accès au recensement parcellaire, ce qui est plus le cas. Hein. Alors jusqu'en 2009, sur ce qu'on appelle le recensement parcellaire graphique, qui est un outil rempli, en fait, c'est une cartographie en fait que remplissent les agriculteurs qui sont subventionnés. Jusqu'en 2009, on leur demandait aux agriculteurs de fournir des informations sur leurs intentions d'irrigation. Donc cette cartographie, elle couvrait toute la France et donc on pouvait utiliser jusqu'à 2009 cette information, mais elle était quand même pas fiable à 100%. Donc voilà, typiquement, c'est un exemple de données qui existaient,
mais pas assez fiable pour valider avec certitude nos prévisions. Et qui n'existe plus aujourd'hui. Qui n'existe plus aujourd'hui. Très bien. Une autre question ? Oui, donc je dois préciser que la question venait de Monsieur Bernard Legube. Voilà. Donc une question de Nicolas Picot. Si sur les aquifères, la situation qui a été décrite par Florence Abès sur la France doit être bien pire dans les pays émergents, Afrique par exemple. Vos modèles sont-ils utilisables sur des bassins non instrumentés ? Alors Florence. Oui, alors non, en fait, nos modèles, ils sont assez détaillés, en fait. Ils prennent en compte la complexité des aquifères, en particulier multicouches, et les nôtres, ils sont un peu trop complexes, en fait, pour pouvoir être utilisés sans données du tout. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que la situation, elle est assez dramatique dans d'autres régions. Hein. On a cité l'Inde déjà, où vraiment la surexploitation des nappes est très marquée, mais c'est vrai que Maroc, c'est pareil, il y a une trop forte en fait exploitation de la ressource en eau souterraine par rapport à sa capacité de régénération. Très bien. On espère pas arriver à la même chose en France. Une autre question ? Alors, une question d'Olivier Gillard. Est-ce que dans l'expérimentation sur l'agriculture de conservation, vous analysez les impacts sur les échanges eau de surface, eau souterraine, l'augmentation des infiltrations attendues a priori? Alors, on est sur une exploitation de 35 hectares, donc c'est un petit espace parce qu'en plus il y a qu'une faible partie qui est utilisée pour ces expériences-là. On essaie, parce qu'on travaille avec INRAE sur ce projet-là, on essaie d'instrumenter le dispositif pour déterminer et évaluer tout un tas de processus qui vont avoir lieu. On a, alors je crois que cette année on n'a pas réussi à le faire, mais on a pour objectif de notamment mesurer la problématique de l'érosion. Qui, quand on fait du labour traditionnel, conventionnel, est une vraie problématique sur nos terrains de coteaux. Là, on voit après les orages au printemps des rivières qui sont très marrons parce que on a du sol agricole qui s'en va dans les rivières. Et donc l'agriculture de conservation, notamment, puisqu'on couvre les sols en permanence entre les cultures, permet de réduire ce phénomène-là. Et donc, on essaie évidemment d'instrumenter nos expériences pour quantifier, déjà valider l'hypothèse que l'érosion est réduite, et puis ensuite la quantifier. Donc, et derrière, on a aussi sur la partie teneur en eau des sols, un travail qu'on peut faire avec des sondes qui permettent de mesurer la quantité d'eau dans le sol et de suivre les opérations d'irrigation en fonction de cette quantité d'eau-là. Donc voilà, on essaie de rassembler en tout cas tout un tas d'informations que derrière on va mettre à disposition des chercheurs pour que eux valident leurs modèles, les développent, les affinent et qu'on ait demain peut-être des solutions plus prêtes à l'emploi pour justement accompagner les agriculteurs dans une transition qui est indispensable, mais qui peut leur faire peur puisque elle va remettre en question tout un tas de pratiques et d'investissements passés et nécessiter des remises en question et des investissements nouveaux. Donc oui, bien sûr, on essaie d'avoir ces informations-là le plus possible, et on est d'ailleurs, c'est un projet, je souligne, qui est soutenu par l'Agence de l'eau et le Conseil régional Occitanie, et c'est important que ce soutien-là, il permette d'améliorer la connaissance. Très bien. Alors une question en haut de la salle. Merci. Marion Fortune, je suis salariée pour France Nature Environnement Midi-Pyrénées. Donc je travaille avec notre groupe d'élus au comité de bassin Adour-Garonne et on entend beaucoup parler du besoin d'investissements structurants, d'infrastructures structurantes sur le bassin Adour-Garonne. Mais considérant ce qui vient d'être présenté en termes d'incertitude qui reste quand même avec ces marges d'incertitude au niveau de l'évolution du climat et des événements extrêmes, et y compris au niveau de la difficulté pour le diagnostic local, puisqu'apparemment il reste quand même pas mal de verrous pour avoir une image claire de ce qui se passe sur les territoires. Comment on peut savoir qu'on est en train de faire les bons choix? Quelles sont les limites? Et comment être sûr qu'on n'est pas en train de s'engager sur des investissements et des stratégies d'investissement qui sont en fait de la maladaptation et qu'on regretterait plus tard? Alors, qui veut répondre à cette question? Ludovic? Je vais essayer. Après, je vais donner plutôt mon avis personnel parce que effectivement, on sait pas tout, mais si on s'interroge sur le canal de l'Annès, là, qui est un des ouvrages qui a été construit au milieu du 19e siècle
et qui aujourd'hui rend un certain nombre de services économiques et écosystémiques. Est-ce que aujourd'hui on serait capable de se dire faisons-nous cet ouvrage-là ou ne le faisons-nous pas? Je pense qu'aujourd'hui on aurait du mal à le faire. Le canal du Midi, peut-être on aurait du mal à le faire aussi aujourd'hui. Donc c'est une question qui est difficile. Et puis il y a des temporalités. Moi, je me dis il faut peut-être qu'on fasse des choix qu'on remettra peut-être en question dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quand on saura mieux les choses. Mais en attendant, on a aujourd'hui déjà des crises à gérer. On est déjà touché dans cette région, en tout cas, par des crises qui reviennent à fréquence plus ou moins régulière, avec des intensités qui peuvent augmenter. Et donc, on a besoin de solutions tout de suite. Tout à l'heure, on a cité Françoise Goulard, elle aime bien l'expression des actions sans regret. Je pense qu'il y a un certain nombre d'actions qu'il faut qu'on fasse maintenant. Est-ce que c'est des actions qu'on regrettera plus tard? Peut-être, mais si on les fait pas, est-ce qu'on n'est pas aussi dans un risque plus important encore? Donc il y a le risque à faire des choses sans savoir exactement ce qui va se passer. Et il y a aussi le risque à ne pas faire de choses, puisque là, l'incertitude, elle est tout aussi grande. Et puis peut-être... Si je peux... Oui, Florence. Oui. Excusez-moi, si je peux compléter, je pense qu'il y a une autre crise qui est vraiment très importante, qu'il faut absolument pas sous-estimer, c'est la crise de la biodiversité, qui aura des conséquences, cet effondrement qu'on peut constater, il aura vraiment des impacts très forts. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, toutes les actions qu'on mène, elles doivent être compatibles à la fois avec l'atténuation. Sans atténuation, il n'y aura pas d'adaptation, c'est sûr. Et elle doit être compatible avec la biodiversité. Donc en fait, voilà, je pense que malgré tout, il faut toujours penser à tous les co-bénéfices que peut avoir une action, ou au contraire, voilà, si c'est une maladaptation, si elle a des effets très néfastes sur la biodiversité, je pense que ça peut compromettre aussi notre futur. Voilà. Valérie, vous vouliez rajouter un mot? Oui, évidemment, on n'a pas la réponse à tout, et il reste des incertitudes, mais il y a quand même des actions que l'on peut évaluer. Si on pense par exemple à l'agriculture, lorsqu'on a une agriculture bio, on peut mesurer la qualité des fruits et des légumes. Ça, on sait qu'on va pas trop dans le mur si on améliore la qualité de l'alimentation. Lorsqu'on utilise des pratiques agroécologiques qui sont évaluées notamment par l'INRAE sur la possibilité de rendre le sol vivant, de remettre de la matière organique dans le sol, remettre des vers de terre dans le sol, mais les agriculteurs voient assez rapidement qu'en fait ils ont besoin d'apporter moins d'eau, donc ça, on le sait. Donc, il y a quand même des choses que l'on connaît, donc dans lesquelles on peut s'engager sans trop de risques. Après, tout dépend des échelles, effectivement. Si on travaille à l'échelle de bassin Ardoux-Garonne, c'est certainement plus compliqué. Mais il faut surtout pas se dire, voilà, il y a des incertitudes, on connaît pas tous les diagnostics, donc on fait rien. Il y a quand même des choses que l'on connaît. Et l'objectif aussi de cette table ronde, c'est en vous donnant la parole à vous, scientifiques, Valérie, Florence, c'est montrer que ouais, il y a des recherches et justement on essaie d'être au plus près, même si on connaît pas tout, d'essayer de connaître au plus près notre territoire, sa quantité en eau et pour mieux la gérer. Peut-être une toute dernière question, oui, là-haut, et puis après on va clôturer cette première séquence. Bonjour, Bonjour. Anaïs Mekiwi de la Chambre d'agriculture de la Gironde, je suis hydrogéologue. C'était un peu pour revenir sur ce que disait Madame Florence Abetz sur la difficulté d'obtenir les volumes agricoles. Alors ça doit être très différent, je suppose, suivant les territoires, mais c'est un peu une question parce que nous on fait le même travail en Gironde, donc régulièrement de remonter des volumes agricoles. C'est un travail qu'on essaie de pérenniser là avec le département, donc on essaie de refaire une convention pour que ce soit refait tous les ans. Et parce que pour l'instant on l'a fait mais avec 5 ans d'intervalle à chaque fois, donc c'est pas assez satisfaisant pour nous. Est-ce que vous disiez que vous travaillez avec la base de la redevance Adour-Garonne, donc ça va prendre que les forages en fait au-dessus de 7000 m3. Est-ce que vous allez croiser par exemple avec les données du BRGM et les données de la DDTM qui peuvent permettre d'identifier aussi d'autres forages? Et après il y a une possibilité aussi de faire des enquêtes de terrain, ce qui a été réalisé pour nous, même si c'est un travail très long et ardu. Voilà, c'était pour savoir si vous aviez aussi d'autres peut-être, d'autres pistes oui, alors, pour les données, quoi. Florence. Oui, merci beaucoup pour cette question. Donc c'est vrai qu'on on essaie d'utiliser toutes les données disponibles, hein, et bon, une des sources, je dirais traditionnelles, c'est des agences de l'eau, mais c'est vrai que on utilise des données complémentaires. Nous, on collabore
complètement avec le BRGM, hein, donc on espère bien que du coup toutes les données du BRGM sont mises à disposition. Mais effectivement, il y a des milieux où les connaissances sont un petit peu plus précises que d'autres, des zones géographiques ou voire des moments. Hein, il y a eu des moments où il y a eu des compteurs et puis ensuite ils ont disparu. C'est un petit peu comme ce que disait Valérie. Hein, il y a des données qui existaient avant qui parfois n'existent plus. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça reste un élément clé, la connaissance d'abord des prélèvements, mais aussi de la consommation, parce qu'encore une fois, il y a une partie de l'eau qui parfois revient au milieu, donc c'est vraiment la consommation qui est le plus impactant. Donc ces informations-là, elles sont vraiment déterminantes pour l'adaptation, parce que si on veut s'adapter, c'est à partir de quel point de départ. Voilà, ça c'est vraiment important de le connaître. Donc merci en tout cas pour vos initiatives, parce qu'on en a besoin de ces connaissances des prélèvements. Voilà, cette journée, c'est aussi le partage des bonnes pratiques. Merci à tous nos intervenants. Merci Valérie, merci Florence, Ludovic et Renaud pour nous avoir fait partager l'aventure de Water Family. Je vous invite à aller sur le site internet de Water Family pour connaître toutes les actions de cette association très dynamique. Merci pour vos questions. Je vous donne rendez-vous à 14h. En attendant, on a une pause déjeuner. Merci beaucoup.